En 1965, nous avons planté un jardin devant notre maison de Léros. Nous y avons mis des arbres, des arbustes et des fleurs. Le tout choisi avec le plus grand soin. Orangers, lauriers, magnolias, mimosas, bougainvilliers, hibiscus, rosiers, géraniums et beaucoup d'autres encore. Qu'en est-il advenu 25 ans après? Les rosiers ne sont plus. Les orangers sont rabougris et ne donnent aucun fruit parce que l'endroit où nous les avions plantés était trop sec et trop éventé. En échange, le vent ou les oiseaux ont offert à notre jardin 2 beaux amandiers, un poirier sauvage, des capriers aux branches souples, ainsi que du trèfle qui, au printemps, envahit tout. Chose frappante, il en est allé de même dans ma vie. J'ai essayé de la planifier, de lui composer à l'avance un visage. J'ai étudié l'histoire de l'art en vue de l'enseigner à l'université. J'ai voulu être écrivain dans mon petit cercle de la Finlande suédophone. Et qu'en est-il advenu? Je suis un navigateur qui parcourt la Méditerranée, un journaliste, un auteur de récits de voyage ouverts sur le monde. C'est ainsi que nous plantons nos petits jardins bien ordonnés pour découvrir peu à peu que leur sol appartient à un monde plus vaste. Ma vie n'a été qu'un va-et-vient entre la Méditerranée de mes rêves et la Méditerranée de la réalité. La personne qui s'exprime ainsi est l'écrivain finlandais Göran Schilt. Né à Helsinki en 1917, il a étudié en France, en Italie et en Grèce. Il habite en Finlande à Tammisaari, mais aussi dans l'île de Léros, en Grèce. Son premier livre est paru en 1943. Ses livres de voyage ont été traduits en plusieurs langues. Son dernier ouvrage est la biographie, en 3 volumes, de l'architecte finlandais Alvar Aalto. Mon premier livre, le premier volume qui soit entré en ma possession, s'intitulait « L'homme de la potence » et portait cette dédicace à mon cher collègue de la part de papa, fait à Ruala le 8 août 1924. Lorsque je reçus ce livre, j'avais 7 ans et mon père 36. Cela se passait 1 an avant sa mort. Je ne sais pas comment je pouvais, à cette époque, être son collègue. Ce titre venait peut-être de ce que, l'été précédent, il m'avait fait partager un secret. Il venait d'achever son livre, Le Chevalier du Bonheur, et en raison des risques d'incendie, il le cachait dans le grenier d'un bâtiment annexe. Nous étions les seuls à savoir où se trouvait ce livre. J'avais alors déjà mon propre bureau, une grande caisse d'emballage, qui se trouvait au grenier près de la porte de son bureau, et c'est là que j'écrivais un drame intitulé « Le grand incendie ». Mon père avait bien écrit, lui, un livre qui s'appelait « Le grand rôle ». Notre complicité professionnelle était scellée par cet air de collègue que nous prenions à chacune de nos rencontres. Une mine froncée, la plus soucieuse possible.
Le travail d'écrivain n'est pas un jeu, et la compréhension d'un confrère encourage. Ma jeunesse a connu deux paradis. Le premier, lorsque j'étais adolescent et que je conduisais mon petit bateau Vita Nuova dans l'archipel finlandais. Le second, ce fut la France, l'Italie, la Méditerranée, tout ce monde qui s'ouvrait à moi alors que, jeune bachelier de 17 ans, j'effectuais mon premier voyage à l'étranger. N'allait-il pas de soi de vouloir fondre ces deux paradis, le bonheur de la voile et les contrées du Sud, en une unité plus puissante? Le rêve de faire de la voile en Méditerranée devint presque une obsession au cours des années de guerre, au front, à l'hôpital militaire où je passais de longs mois angoissants. Si j'en sors vivant, me disais-je, alors rien ne m'empêchera de réaliser mon rêve. Et voilà qu'en 1946, un petit héritage venu de ma grand-mère maternelle me permit d'échanger mon vieux bateau, la Liberté, contre le Daphné, un ravissant petit voilier équipé d'un moteur. Le voyage, depuis les baies finlandaises bordées de sapins, à travers la mer du Nord et les canaux français, allait être possible l'année suivante. Et mon rêve méditerranéen se poursuivit sur l'océan plein d'aventures de la réalité quotidienne. Vers 4 heures, quand le soleil commença de pâlir, je fis un dernier essai avec le sextant après avoir mis la grande lunette, et cela réussit enfin. J'aperçus l'étoile polaire comme une petite goutte de rosée scintillante sur la ligne fine de l'horizon matinal. D'après cela, je pus faire un calcul de position très sûr, suivant lequel nous nous trouvions exactement dans l'ouest de la pointe nord de Céphalonie. Daphné avait parcouru la mer sans bornes en 4 jours, au lieu de 17 qu'y avait mis Ulysse avec son radeau primitif. Et, comme Ulysse, nous découvrions la sombre montagne pareille à un bouclier au-dessus de l'espace bleu de la mer.
C'est arrivé en Grèce, au lever du soleil, cette première vision des montagnes nues, déjà familière à notre imagination. Cette rencontre entre le pays d'Apollon et notre Daphné nordique qui nous avait amenés jusqu'ici depuis les golfes boisés de Finlande et les îles de Suède, tout cela était si intense et nous comblait tellement que nos yeux fatigués s'emplirent de larmes. Nous voyons en l'Antiquité un âge d'or perdu. La légende des Grecs anciens, maîtres du véritable art de vivre, sages, esthètes et démocrates. Cette vision est née avec la Renaissance et a connu son apogée au XVIIIe siècle. Une telle représentation est due à notre ignorance de l'Antiquité réelle. Très peu de gens se sont rendus en Grèce au XVIIe et au XVIIIe siècle et l'on a extrapolé à partir de quelques textes comme l'Odyssée et les tragédies antiques et de quelques temples et sculptures mutilées. Il est étrange que cette vision de l'Antiquité ait perduré malgré tout ce que l'archéologie et la recherche historique nous ont peu à peu révélé de la réalité sous-jacente. Pendant les 20 premières années passées là-bas, la Grèce a conservé intact, à mes yeux, ce rayonnement dont les humanistes d'Europe avaient doté ce pays pendant 5 siècles. Il nous fallait si peu pour nous sentir transportés